J'ai l'habitude de voir ce genre de film, hein. Et en plus, je trouve qu'il est très bien réalisé, c'est-à-dire qu'il est agréable, il a du rythme, on s'ennuie pas. Alors, quelquefois, il arrive que dans les documentaires, les informations, le contenu soit passionnant, mais la forme, toujours un petit peu la même chose et un peu ennuyeuse. Et là, vraiment, je vous félicite pour ce côté cinématographique, hein, parce que nous sommes quand même un festival de cinéma, hein. Donc le contenu, mais aussi la forme. Bravo, bravo, bravo. Merci. Et je voudrais, on va bavarder un petit peu avant de vous laisser la parole. Bonjour. C'est joli, hein? Ravissant. On va bavarder un petit peu avant. Après, vous allez avoir la parole. Nous avons des bénévoles qui vont vous distribuer les micros quand vous lèverez la main. D'ailleurs, au passage, je tiens, excusez-moi, un petit aparté, à remercier et à féliciter les bénévoles qui viennent nous soutenir. Sans eux, on ne pourrait pas faire de festival, ça c'est sûr. Le bénévolat dans le festival, c'est pas seulement passer les micros, ça peut n'être que ça ou faire du gardiennage, mais il y en a qui sont des bénévoles qui bossent aussi depuis 2 ou 3 semaines, qui ont fait d'autres missions, etc. Donc si vous le sentez pour les années à venir, n'hésitez pas à être bénévole au festival. En général, ils sont assez contents. Excusez-moi, Sylvie, c'était un petit aparté. Ce qui m'a beaucoup frappé, voilà, je vais lancer comme ça. Dans notre petite conversation de tout à l'heure, vous m'avez dit, nous aurions aimé ne pas avoir à faire ce film. Oui, on aurait préféré, Thierry de l'Estrade et moi, ne pas avoir à faire ce film, parce qu'en fait, c'est la suite d'un film précédent qu'on avait réalisé en 2009, qui s'appelait Mâles en péril, Mâles, M-A-L-E-S. C'était la première fois à l'époque qu'on découvrait le monde des perturbateurs endocriniens, et à l'époque on s'était attaché à montrer les effets de ces molécules chimiques, donc qui trompent le corps et qui agissent comme des hormones. On s'était attaché on avait filmé des chercheurs qui nous expliquaient les conséquences de l'exposition sur la fertilité. Donc le film parlait à la fois des conséquences pour les humains, pour les alligators, pour les grenouilles, et se dessinait un paysage une image assez terrible de perte de la fertilité. Mais on avait terminé par un épilogue. On aime bien les épilogues et on aime bien quand même. On essaye de ne pas laisser les spectateurs avec un sentiment d'impuissance totale. Et donc à l'époque, dans l'épilogue, c'était le moment où REACH était lancé, donc ce projet de réglementation des molécules chimiques à Bruxelles. REACH, R-E-A-C-C-H. R-E-A-C-H. Et donc, REACH démarrait. Nous, on s'est dit, voilà, les politiques ont l'air d'avoir pris la mesure du problème, donc il va y avoir des réglementations et on va être mieux protégés. Et puis, 9 ans plus tard, on se pose la question, où en est-on aujourd'hui ? Et force est de constater qu'on n'a pas beaucoup avancé, que oui, le bisphénol A, tout le monde en a entendu parler, il n'y en a plus dans les biberons, mais il a été remplacé par du S et du F, ça a les mêmes effets, les dernières recherches le montrent. Donc finalement, quand on a rencontré Barbara Demenex, qui écrivait un livre sur les effets des perturbateurs endocriniens sur le cerveau, et qu'elle nous a dit vraiment, ça serait bien de refaire quelque chose. Au début, on a hésité, on s'est dit, est-ce qu'on replonge 1 an ? Enfin, à chaque fois, c'est quand même beaucoup de temps. Est-ce qu'on y retourne ? Et puis, face à ça, en discutant avec elle et avec d'autres chercheurs, on s'est dit que oui, il fallait continuer et qu'avec l'espoir que, voilà, on remet un film, une goutte d'eau peut-être, mais que peut-être d'autres personnes informées essayeront de bouger et que les politiques bougent, quoi. Voilà. Je répète un petit morceau. Oui, il n'y a plus de bisphénol A, mais il y a maintenant des bisphénols F et S qui sont toujours dans les biberons et dans les objets pour les nouveau-nés et qui sont aussi dommageables. Alors, oui, il y a du S et du F qui a remplacé le A. Je ne sais pas dans quels objets, mais je sais que des chercheurs qui ont travaillé sur le S et le F nous disent c'est les mêmes. Enfin, ils ont publié, ils ne le disent pas en privé. Ça a les mêmes effets. Donc, les industriels communiquent. Alors, c'est BPI free, sans bisphénol. Donc, on pense qu'en achetant ça, on est protégé. On est protégé du A, mais pas des autres molécules. Donc, pour l'instant, comme personne n'en parle et qu'on ne sait pas vraiment où elles sont, on continue, quoi. Et on n'en verra pas trace, c'est pas marqué sur les étiquettes. Non. Donc, vaut mieux les biberons verts, voilà, si on peut choisir. Je voudrais que Monsieur François Villerette... Non, vous avez votre propre micro, ça va être très confortable.
comment François Villerette se présente et nous présente surtout Génération Future. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de votre accueil. Et, donc Génération Future, c'est une association qui a une vingtaine d'années. Et si on s'appelle Génération Future, c'est justement parce qu'on a été créé en 1996. C'est l'année de la publication d'un bouquin qui est clé sur les perturbateurs endocriniens, qui a été publié en France à peu près à la même époque, qui s'appelait, dans sa traduction française, L'homme en voie de disparition, et qui est le bouquin donc, écrit et coécrit par Theo Colburn, qui est une scientifique maintenant décédée, mais qui a mis en évidence les aspects de perturbations endocriniennes. Elle a découvert ça dans la faune sauvage et après elle a étendu ça avec ses collègues scientifiques à l'homme. Donc cette problématique nous a toujours intéressés. On l'a même intégré, disons, dans le nom de notre association. Et on est une association nationale maintenant qui travaille beaucoup sur les pesticides, mais aussi sur le risque chimique et sur les perturbateurs endocriniens en général. Et je dois dire que j'avais bien suivi le premier film de Sylvie et de Thierry sur les perturbateurs endocriniens, avec un axe fort sur la reproduction. Et celui-ci vient à point nommé, puisque politiquement, on est en plein dans une bataille féroce au niveau européen, dont va dépendre l'avenir des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on en aura moins ou autant demain sur le marché, dans nos intérieurs, dans notre alimentation? Puisque les politiques ont quand même fait quelque chose, c'est qu'ils ont au niveau européen, par exemple sur les pesticides, voté un règlement en 2009 qui prévoit d'exclure les pesticides perturbateurs endocriniens qui peuvent être néfastes pour l'homme. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont voté ça, ça n'a pas permis encore aujourd'hui de mettre en œuvre ce règlement de manière pratique, parce que l'Europe, c'est toujours un peu compliqué. On peut voter un règlement, mais après, il n'est pas forcément appliqué comme il faut. Et là, aujourd'hui, la Commission européenne ne produit pas la bonne définition scientifique de ces perturbateurs endocriniens qui va permettre d'appliquer vraiment les dispositions de ce règlement. Et il y a une bataille féroce qui a lieu à Bruxelles. On a vu que justement des scientifiques se déplacent pour aller informer, éduquer même, comme ça a été dit, les politiques. C'est ce que font aussi les ONG qui travaillent en réseau au niveau de Bruxelles, pour pouvoir effectivement leur faire comprendre l'urgence à agir. On voit que c'est difficile, puisqu'une mauvaise définition des perturbateurs endocriniens avait été adoptée, y compris par la France, d'ailleurs, ce qui était plutôt un recul. Heureusement, le Parlement européen a rejeté cette définition. Donc c'est vraiment l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Et donc on est avec toujours peut-être maintenant un peu plus de possibilités de voir une bonne définition adoptée qui permettrait d'appliquer ce règlement d'abord sur les pesticides et les biocides et le voir étendu après, ces critères étendus à d'autres législations. Mais c'est une véritable bataille dont les conclusions ne seront absolument pas tirées d'avance. Et heureusement qu'il y a des scientifiques qui sont impliqués là-dedans aux côtés des associations et de certains politiques. On en a vu au moins une, mais il y en a d'autres conscientes. Oui, juste sur la définition, si on n'est pas du tout au fait de l'actualité, il faut comprendre que la définition des perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est exactement un perturbateur endocrinien, selon quels critères on le définit, c'est vraiment une question centrale. Et cette question, elle n'a pas encore été, justement, c'est ça qui est en ce moment en train de se passer à Bruxelles. C'est-à-dire qu'en fonction de la définition, si elle est plus ou moins large, on exclura un plus ou moins grand nombre de molécules. Donc la bataille, comme dit François, elle est extrêmement féroce parce que l'industrie, évidemment, fait tout pour demander un niveau de preuve énorme que les scientifiques disent impossible à obtenir, ce qui fait que si on s'en tient à la première... En fait, il y a eu ce qui s'est passé là, il y a eu un rebondissement la semaine dernière, parce qu'effectivement cet été, la Commission européenne s'était mise d'accord pour proposer des critères qui étaient très, très bons pour l'industrie. Donc il fallait tellement de preuves que finalement l'industrie était très contente. Et le Parlement devait entériner la semaine dernière cette définition proposée par la Commission européenne. Et le Parlement a refusé d'entériner. Donc maintenant, c'est à nouveau la Commission qui doit revoir son dossier. Et les scientifiques étaient très soulagés la semaine dernière. Il y a donc Barbara Demenex était là, mais il y avait d'autres scientifiques qui sont venus des États-Unis. Léo Trazand était là. Enfin, il y a des Américains qui ont fait... Tom Zeller était là. Ils ont fait le trajet parce qu'aujourd'hui, les scientifiques... Ils préféreraient tous faire de la recherche et publier dans les meilleures revues. C'est quand même au départ ce pourquoi ils ont fait ce métier. Et ils consacrent un temps de plus en plus important au lieu de faire de la recherche, à essayer de convaincre les politiques, à faire connaître leurs recherches, parce que la situation est tellement alarmante que, je ne sais pas si ça se voit à un moment donné, Tom Zeller, à la fin du film, il dit « Je ne sais pas comment on a pu en arriver là ». Avec la traduction en français, on perd un peu son émotion, parce qu'il y a une voix au-dessus, mais il a vraiment les larmes aux yeux, quoi. Il n'est pas hyper émotif, c'est juste
ils sont très inquiets. Et Madame Domenech dit que cette chose magnifique, ça m'empêche de dormir. Oui, oui. Ça m'empêche de dormir. Vous dites c'est un cauchemar, et elle répond oui, c'est un vrai cauchemar parce que ça m'empêche de dormir la nuit. Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il passe. Enfin, Arlene Bloom, c'est pareil. Arlene Bloom, elle a fait un truc formidable, justement par rapport à ce problème des molécules. On identifie un problème avec le bisphénol A. Donc, suite à des études et après un certain temps, le bisphénol A est enfin retiré des produits pour bébés, par exemple, mais il est remplacé par du S et du F. Donc, face à cette constatation, Arlene Bloom s'est dit c'est pas possible, on peut pas continuer à identifier un risque sur une famille de molécules et puis la remplacer par une autre. Donc elle vient avec d'autres chercheurs mettre en place, c'est sur Internet, et ceux qui parlent anglais, je vous invite à aller voir son site qui s'appelle The Green Science Institute, mais on travaille justement avec Génération Future qui va probablement, on travaille à essayer de traduire le maximum de conseils qui ont été donnés par des ONG très, très efficaces à Bruxelles, mais aussi ce travail d'Arlene Bloom qui a identifié 6 classes de molécules chimiques potentiellement dangereuses. Pour chaque molécule, elle a fait une petite vidéo très courte, 2-3 minutes, très efficace. C'est voilà la classe de molécules, quels problèmes de santé elle pose et pour l'environnement, où on les trouve et comment s'en protéger. Et donc, c'est vraiment, vous avez en 10 minutes un cours fait par les meilleurs chercheurs et extrêmement concret pour votre vie pratique quotidienne. Donc, pour l'instant, c'est en anglais, mais ça sera bientôt sur le site de Génération Future en français. Vous pouvez répéter le nom du site, où on peut les voir en anglais? Alors, en anglais, c'est The Green Science Institute, donc l'Institut de la science verte. Voilà. De toute façon, vous tapez Arlene Bloom, vous allez trouver. Une des choses qui m'a frappée, qui m'a fait plaisir d'ailleurs, mais quand même qui m'a interrogée, c'est on voit cette femme de l'Union européenne à qui la scientifique vient présenter les dangers, etc. Et cette femme a l'air d'être tout à fait convaincue, d'écouter avec intelligence, avec attention. Moi, ce n'est pas du tout l'image que j'avais de l'Union européenne. Le côté rumeur, si vous voulez, nous donne plutôt la sensation de fonctionnaires un peu aveugles et sourds. Est-ce qu'ils sont aussi ouverts que ça? Je pense que vous faites allusion à l'élue, à la députée européenne. Voilà, c'est ça. Une députée européenne qui est déjà biologiste de formation et qui est extrêmement... elle était déjà convaincue. Qui est extrêmement impliquée dans les questions d'environnement. Voilà, elle est vice-présidente de la commission environnement, donc c'est quelqu'un qui est très impliqué et ouverte effectivement à ces données-là et totalement imperméable à l'influence des lobbies industriels, ce qui la rend autant plus efficace. Et donc, à quoi ça sert qu'il y ait une personne de qualité comme ça? Est-ce que ça rend les choses plus efficaces? Oui, parce que ça sert à pouvoir influer sur les votes de sa commission, notamment la commission environnement, qui a traité ces dossiers-là en premier avant les votes en plénière. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le rejet des critères pour les perturbateurs endocriniens proposés par la Commission européenne. Cette proposition de la Commission européenne, qu'elle a jugée d'ailleurs illégale, elle l'était en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, donc, ce vote très favorable de la Commission environnement a été suivi par un vote en plénière. Et là, effectivement, c'est là un travail qui dépasse cette seule commission, mais c'est là où le travail après des scientifiques, des ONG au niveau des pays, il faut aller voir ces députés européens pour leur expliquer après. Et essentiel. Donc il y a toujours, et on le voit, c'est d'ailleurs assez porteur d'espoir, parce qu'il a fallu une majorité qualifiée pour retoquer cette définition des critères perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire plus de 65% des votes en poids de vote contre. C'est-à-dire qu'il a fallu chercher les 2/3 des députés européens. On y a réussi d'une petite majorité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des élus qui sont sensibles à ça. Oui, il y a des élus sensibles, et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi des grosses pétitions sur la définition des... Vous avez peut-être vu passer dans les mails, mais c'est utile parfois de signer les pétitions qui sont, sur lesquelles s'appuient ces personnes. Cela dit, Barbara Demenech, la chercheuse, elle a essayé, justement, bon là, il se trouve que Michèle Rivasi, elle est déjà convaincue, donc elle demande justement des arguments techniques pour pouvoir convaincre ses collègues, mais certains de ses collègues ont refusé de recevoir les chercheurs, d'autres ont accepté de les recevoir, mais sans la caméra. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ils essayent de convaincre le plus grand nombre et pas seulement les élus verts. Mais
Michel Rivasi, elle organise là normalement, enfin il est prévu, ce qu'elle nous avait dit au tournage, mais elle veut organiser une projection du film aussi au Parlement pour justement utiliser la parole de ces chercheurs pour convaincre ses collègues qu'il faut faire quelque chose. Mais la sensation que nous, public, nous pouvons avoir, c'est que ça n'avance vraiment pas. Je reviens à ce que vous nous avez dit dès le début. Vous pensiez ne pas avoir à faire ce film, et en fait, l'Union européenne avait lancé le programme REACH, et puis 9 ans après, rien n'a changé. Des choses changent parce que, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière fait qu'il y a quand même des gens de plus en plus concernés. Peu. Non, ce qui ne change pas concrètement, c'est pour nous dans notre vie quotidienne. C'est ça, je trouve que c'est assez grave et que les femmes enceintes, là, par exemple, on essaie de lancer une étude d'exposition des bébés avec Génération Future en recueillant des mèches de cheveux de nouveau-nés. Enfin bon, c'est assez compliqué parce qu'un bébé n'a pas beaucoup de cheveux, donc il faudrait quasiment raser sa tête pour avoir suffisamment de cheveux pour pouvoir chercher toutes les molécules, mais on ne désespère pas d'avoir assez de bébés chevelus pour le faire. Ça prend juste plus de temps que prévu. Mais c'est vrai que pour lancer cette étude, on a été en contact avec plusieurs maternités. Et justement, la question qui a été posée d'emblée, c'était qu'est-ce que vous dites aux femmes enceintes? Est-ce que vous leur donnez des conseils concrets pour limiter l'exposition? Est-ce que, par exemple, le ministère de la Santé vous a donné un petit recueil de conseils très simples, comme c'est fait au Danemark? Toutes les mamans danoises, elles ont, dès le début de la grossesse, elles reçoivent un livret avec des conseils très précis dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la maison, comment faire pour limiter les risques. Et à l'époque, quand on avait réalisé Mal en péril, le film avait été montré au ministère de la Santé. Et Roselyne Bachelot, qui était la ministre de l'époque, nous avait dit, parce que déjà le Danemark avait déjà des conseils, et ils étaient plus succincts, ils ont beaucoup amélioré leur livret, mais déjà ils avaient des conseils, et on lui avait montré, on lui avait dit, mais pourquoi en France, les femmes enceintes, elles n'ont pas la même chose? C'est quand même pas très compliqué de donner ces 10 conseils-là. Et elle avait dit, oui, mais ça va être fait. Et donc justement, là, on avait l'occasion de vérifier. Non, ça n'a pas été fait. Le ministère de la Santé, à qui on a demandé très précisément, il y a un mois, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux femmes enceintes? Est-ce que la question des perturbateurs endocriniens est une question de santé publique pour vous? Est-ce que c'est une priorité? On a eu un très beau mail, très long, qui raconte tout ce qu'ils font. Oui, c'est une priorité. On finance des recherches. On parle avec nos agences régionales de santé. On va former les soignants et tout. Mais à la question... La femme enceinte qui va dans une maternité, est-ce qu'elle a un livret? Non, ils n'en ont pas. Donc, ils en ont uniquement si, dans certaines maternités, et on en a rencontré justement, il y a des équipes soignantes formidables qui n'attendent pas justement que le ministère bouge et qui, de leur propre fait, vont chercher l'information. On est en contact à Marmande, à Lyon, à Sarcelles. Il y a vraiment des soignants qui font un boulot formidable. Mais si on n'a pas la chance d'être dans un de ces établissements, en fait, on ne sait pas. Donc, il faut aller chercher l'information. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est un peu décourageant. Mais en même temps, oui, donc, on aurait aimé ne pas avoir à faire ce film, mais on ne regrette pas de l'avoir fait et on espère que ça va embêter un peu aussi les politiques pour qu'ils répondent un peu plus vite à qu'est-ce que vous faites pour les femmes enceintes. Non, vous avez 1000 fois raison d'avoir fait ce film, mais c'est quand même un petit peu désespérant. Aujourd'hui, là, nous parlons maintenant des perturbateurs endocriniens. Ce soir, nous avons un film sur les pesticides, enfin sur l'amiante, Monsanto, etc. Les sentinelles. Oui, enfin, on est quand même dans le même registre et les choses avancent quand même très peu. Même Mélo a du mal à faire passer les choses. Moi, je voudrais vous poser, on va passer la parole. Je vois que François voudrait réagir. On va passer la parole au public bientôt, mais je vais vous poser une question un peu vraiment provocatrice. Je me fais le porte-parole de personnes de mon entourage, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que vous utilisez même dans votre vocabulaire des termes de guerre, hein? Il y a une guerre entre les industriels et le public. Le film Les Sentinelles ce soir va le démontrer d'une façon encore pire. C'est comme s'il y avait une guerre avec des trahisons, des choses cachées, des manipulations, une vraie guerre. Pourquoi? Est-ce que c'est uniquement pour faire du fric? Est-ce que c'est uniquement une question d'argent? Je crois que oui. Je n'ai pas d'autres explications. On le voit bien dans tous les domaines, d'ailleurs des conséquences de l'industrie. À chaque fois, on a la même logique en face. Tant qu'un lobby industriel peut maintenir un produit sur le marché, il va le faire.
Et il va tricher, donc il va faire des faux rapports. Alors, pas forcément des faux. On le voit qu'il y a des moments où il peut y avoir des faux. On parle d'études qui sont écrites par l'industrie avec le nom de scientifique indépendant dessus en ce moment dans les affaires des Monsanto Papers aux États-Unis. Ça peut arriver, mais il y a des stratégies beaucoup apparemment moins délictueuses, mais qui sont des stratégies d'influence fortes. Je veux dire, par exemple, les ONG qui travaillent sur les pesticides à Bruxelles, on est très peu nombreux. On a un bureau avec 4 ou 5 salariés. Il y a un réseau d'associations à Bruxelles que je préside, mais dans le même temps, le lobby de l'industrie chimique, en dehors des industries propres, il a un lobby où ils sont rassemblés, où ils sont 250 salariés. Donc le poids de ces entreprises multinationales de la chimie est absolument considérable. Donc le rapport de force est quand même assez déséquilibré, ce qui fait que les choses, et ça explique aussi que les choses sont assez lentes à changer. Après, il y a des élus qui sont plus sensibles aux arguments de santé publique et à la prévention. D'autres qui sont moins sensibles. Il y a souvent un chantage à l'emploi très fort qui est mis en avant d'ailleurs par les acteurs industriels en disant mais vous n'y pensez pas, si vous retirez tel produit, on sera obligé de fermer telle usine, etc. Le chômage. Le chômage en ce moment. Nous, on ne demande pas l'arrêt de la chimie, il faut être clair. La chimie, ça peut être le problème, ça peut être aussi une solution. C'était dit d'ailleurs dans le film, on peut trouver des produits chimiques qui n'ont pas ces effets, etc. Mais ça veut dire qu'il faut faire de l'innovation, il faut investir, ça coûte de l'argent pendant un moment avant d'en rapporter. Et donc le schéma de conduite des industriels, c'est toujours d'essayer de garder le plus longtemps possible les anciens produits pour les rentabiliser au maximum. On le voit en ce moment avec le débat autour du glyphosate. Ça fait depuis la moitié des années 80 qu'on sait qu'il y a une suspicion sur le cancer et le glyphosate, la matière active du Roundup, le principal herbicide du monde. Et bien, ça fait 30 ans qu'il y a un combat de ces entreprises qui produisent cette molécule et pour la garder sur le marché. Et le combat est encore complètement féroce aujourd'hui. Donc on aurait pu réagir avant, on aurait pu faire de la recherche et de l'innovation pour trouver d'autres méthodes agronomiques et ou d'autres produits beaucoup moins dangereux. Et aujourd'hui, il y a un corollaire, c'est quand on retarde la recherche et l'innovation, le jour où le produit est interdit, on s'aperçoit qu'on n'a pas les produits de substitution. Pour le bisphénol, c'était ça. Le jour où la loi française est tombée, l'agence française a été chargée d'une mission d'évaluation. Elle a dit quels sont les substituts au bisphénol A pour plein d'usage, il n'y avait pas de substitut vraiment testé, parce qu'il y a aussi une grande ignorance sur l'impact des molécules chimiques, ces dizaines de milliers de molécules chimiques qui sont dans notre environnement. Donc, pour résumer, il y a des gens dans l'industrie chimique qui savent que le fait de continuer à nous inonder de perturbateurs endocriniens sous toutes les formes, mais aussi de glyphosate, de toutes ces choses-là, ça fait baisser le quotient intellectuel, ça rend les gens malades, ça crée des cancers, et qui disent allez, on va trouver une stratégie, une manipulation politique, manipuler des politiques, etc., pour continuer à en vendre quand même. Je peux vous donner une petite anecdote, c'est ce qui m'a vraiment renforcé dans ma conviction et ma motivation. C'est au début des années 2000, avant REACH, il y avait un travail sur ce qu'on appelait un livre blanc de la chimie pour essayer justement de préparer une législation pour réguler les produits chimiques. Et il y avait une présentation avec la commissaire européenne à l'environnement, des ONG, des politiques. Et à un moment est arrivé le représentant de l'industrie chimique européenne qui expliquait, voilà, venant après une ONG qui montrait des photos de pommes bio et non bio, identiques, lui, il a pris son feutre et il a dit regardez sur la pomme bio, vous avez oublié un détail, il dessine un trou pour montrer que c'est le vert dans le fruit parce que les pesticides n'étaient pas là. Et donc il commence un exposé pour expliquer que ces produits sont sans danger et absolument irremplaçables et utiles. Une caricature, donc je le retrouve à midi à la cafétéria pour manger. Je lui dis écoutez, vous avez quand même forcé le trait, c'était pas très honnête votre présentation. On peut produire en bio sans avoir des fruits malades, etc. C'est si on maîtrise bien son système. Et il me dit mais écoutez, oui, mais je le sais. D'ailleurs, ma femme et moi, nous consommons bio depuis 10 ans et nous en portons très bien. J'ai eu la même histoire. Ce jour-là, ce monsieur me fait grandir. Moi, j'ai eu presque la même histoire avec à France Inter. Après Mal en péril, on était invité à parler de... Et le président de l'Union de la protection des plantes, là, qui, pendant toute l'émission, n'arrêtait pas de dire que non, il n'y avait pas de problème, qu'on n'était pas encore sûr, qu'il y avait un débat dans la communauté scientifique, qu'il y avait des études qui montraient que oui, mais d'autres non, donc il fallait attendre qu'il y ait vraiment une certitude avant d'agir. Enfin bon, toujours la même logique. Et ça, c'était le discours officiel, on était en direct à la radio, et puis en sortant, il me dit, de toute façon, je comprends très bien, c'est vrai, les méfiances et tout, d'ailleurs, ma fille ne mange que bio. Donc, voilà. Donc, effectivement. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que la stratégie qui est en place, c'est la stratégie de la création du doute.
C'est-à-dire qu'il y a des données scientifiques, en fait, l'industrie en face a une stratégie qui est assez efficace. Ils vont suggérer ou susciter d'autres études. Et finalement, après, les responsables politiques voient des études contre, des études pour, ils ne savent plus. L'utilisation de la chimie dans l'alimentation, enfin dans la vie courante, etc. On s'aperçoit au bout de 20 ans, 30 ans que finalement, ça fait du mal. On pourrait imaginer, ok, ça y est, ça c'est un péché de jeunesse, quoi, un péché de découverte et d'enthousiasme au début. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on entend des histoires qui durent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça a été prouvé, tout le monde le sait, on sait que ça fait du mal, et il continue. Moi, c'est quelque chose... Il y a des moments où je me demande si on ne devrait pas créer une nouvelle forme de crime contre l'humanité ou quelque chose comme ça. Enfin, je dirais une façon de juristes qui y pensent. de condamner des actions de cet ordre-là. Voilà, ça c'est une réaction personnelle, mais aussi de pas mal de gens de mon entourage. Sylvie, vous vouliez... Oui, non, mais je pense que c'est un changement de... Aussi, je crois qu'on a quand même tous une arme, c'est notre pouvoir d'achat et notre achat, quoi. Je pense qu'acheter, c'est vraiment un acte politique aujourd'hui. Et j'aime bien cette phrase que j'ai vue un jour sur un mur, sur une route du Gers. J'ai été en voiture avec Thierry de Lestrade, donc mon mari est co-auteur du film, et nos 2 enfants. Et il était écrit, quand tu achètes un produit, tu achètes le monde qui va avec. J'adore cette phrase. Donc j'ai arrêté la voiture, on a fait une photo et j'ai dit aux enfants, s'il y a une chose que vous devez retenir, que je veux absolument que vous entendiez, que vous gardiez quand on ne sera plus là, c'est cette phrase-là. À chaque fois que vous achetez quelque chose, pensez que vous achetez le monde qui va avec. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça, je trouve que ça nous donne quand même... Oui, on peut être désespéré, mais comme me disait un chercheur, c'est pas une option très productive. Donc je pense que oui, c'est désespérant, mais on peut quand même agir et agissons le plus possible là où on peut agir. On l'a mentionné, mais je le répète, en ce moment, l'arme terrible qui nous sort toutes les 5 minutes, c'est attention chômage. Autrement dit, il y a une logique derrière tout ça qu'on entend de la part des industriels. Nous devons continuer à vous empoisonner si vous voulez avoir un salaire. En gros, si vous voulez pouvoir continuer à aller au supermarché. Je pense que quand ils vont comprendre, c'est le chômage. Eux aussi sont, enfin, je veux dire, les victimes des pesticides, les agriculteurs sont les premières victimes. Donc, je pense qu'à partir du moment où ils vont comprendre, enfin, là, la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, depuis quelques années, ça bouge. Ils reconnaissent des liens entre maladies professionnelles, exposition aux pesticides. Il y a des paysans qui ont été indemnisés. Donc, je pense qu'à partir du moment, moi, je viens de mon mari, son père était paysan. C'est toute une famille de paysans. Donc, je vois, et conventionnel, donc pas dans le bio. Le père de Thierry s'est converti au bio. Il vient de décéder d'un cancer. Il a utilisé énormément de produits avant. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Il avait aussi fumé, donc il avait arrêté il y a longtemps. Donc, on ne saura jamais ce qui a provoqué le cancer. Mais quand même, il est mort d'un cancer, son voisin est mort d'un cancer, un autre voisin est mort du cancer. Il y a une épidémie de cancer là-bas. Donc, oui, partout en agriculture. Dans le Gers, voilà. Alors on peut se poser la question. Il s'était converti au bio il y a 4 ans et voilà, il n'a pas eu le temps de voir tous les effets de ça. Mais je pense qu'à partir du moment... Et il y a quelques années, quand on avait fait le film, il y a 10 ans, je me souviens de réunions dans la famille où quand on parlait des pesticides, c'est compliqué parce qu'on leur a demandé de produire. Enfin, c'est difficile. Après-guerre, il fallait produire beaucoup, il fallait produire vite. Et donc, ils ont fait comme... On les a dépossédés d'un savoir. Ils ont cru, les techniciens agricoles, qui leur ont dit il faut faire comme ça, il faut mettre tel produit. On leur disait même pas de se protéger. Bon, maintenant, on leur dit. Mais je veux dire, et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde leur tombe dessus en disant bon, il faut tout changer. Mais je pense qu'il faut les accompagner, et aussi leur dire qu'ils sont les premières victimes. Et quand même, ça, ils commencent. Ils le savent qu'ils sont les victimes. Moi, je les ai vus pleurer. J'en ai vu pleurer en disant mais j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et en fait j'ai détruit la terre de mon grand-père. J'ai détruit la terre ancestrale. Ils savent qu'ils sont victimes. Moi, je pensais aux industriels de la chimie, en fait. C'est ça le. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Vous avez une. Oh là là, il y a plein de mains. Bonjour, moi ce serait pas long. Donc c'est juste pour faire une petite remarque. Je vois que en France, par exemple, il y a un recul sur le glyphosate, alors que l'opinion semblait prête. On se dit oh là là, on va encore reculer, on va attendre 20 ans, on va attendre combien, voilà. Et puis le film a fini par parler du coût. Je sais pas si on entend. Du coût économique et du coût de la santé de cette non-action.
Donc quand même, il y a des chiffres en question, il y a de l'argent en question là. Donc le pouvoir de l'argent, peut-être qu'il peut s'équilibrer, les arguments de l'argent, je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent s'équilibrer. Et puis, je m'interrogeais sur le principe de précaution. Est-ce qu'il ne s'applique pas? Quid de ce principe de précaution face à ces perturbateurs endocriniens? Voilà, merci. Merci beaucoup, en tout cas. Allez-y, François. Sur le principe de précaution, vous avez raison. Alors, il y a eu des progrès, notamment dans la législation sur les pesticides, puisque le principe de précaution est intégré dedans de la manière suivante. Les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme doivent être, d'après le règlement de 2009, exclus automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'évaluation du risque où on essaie d'évaluer le nombre de cancers par 100 000 habitants, des trucs un peu fumeux. On dit non, le produit est très fortement suspecté d'être cancérogène ou perturbateur endocrinien, on va l'exclure automatiquement. Donc sur le principe, il y a eu un gain politique énorme en 2009 par rapport à la législation précédente sur les pesticides. Le problème, c'est qu'on fait un pas en avant et après, le diable est souvent dans les détails. Plutôt que mettre les critères scientifiques qui vont permettre de savoir exactement comment on va choisir les produits qu'on exclut et ceux qu'on n'exclut pas pour les perturbateurs endocriniens, dans le texte, les critères ont été sortis et ça devait être défini donc par la Commission après, la Commission européenne après. Et c'est là où finalement l'industrie a repris la main. Ce qu'ils ont perdu dans le processus démocratique qui a permis d'adopter un bon règlement, plutôt un bon règlement sur les pesticides en 2009, ils l'ont repris après par la bande. Comment ils l'ont fait? Ils ont fait intervenir des scientifiques à eux, des scientifiques amis, qui ont créé le doute justement au niveau de la Commission européenne. Ils ont publié à 18 un papier disant « Attendez, votre histoire d'exclusion des perturbateurs endocriniens, c'est pas du tout scientifique, ça va impacter inutilement l'industrie européenne sans base scientifique ». Ils ont créé le doute. Il y a eu une mini-polémique qui a démarré, qui après a été balayé parce que les scientifiques qui faisaient autorité, notamment Andreas Kortenkamp, l'un des plus fameux au niveau européen, qui fait référence, à redresser la chose. Mais le mal était fait. Et donc plutôt que mettre en place des critères sérieux, ce qu'il a été jugé urgent de faire, c'est une évaluation des effets socio-économiques de l'application du règlement pour l'exclusion et par rapport à l'exclusion des pesticides perturbateurs endocriniens. Donc on a renversé l'ordre des priorités. Plutôt que mettre la santé en avant, d'un seul coup, on s'est dit, on a mis les intérêts économiques en avant. Et ça, c'est le fruit direct d'une manipulation de l'industrie. Ça a été illustré par une journaliste qui s'appelle Stéphane Aurel, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui a fait un film là-dessus. En détail, elle a analysé la mécanique de ce lobbying qui a amené à ça. Donc, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Il y a des moments où la démarche démocratique va faire avancer les choses, les textes avancent, etc. Au moment de les appliquer, on peut perdre. Et là, la France, effectivement, n'a pas bien joué récemment. Sous le gouvernement précédent, la ministre de l'écologie était farouchement contre les perturbateurs endocriniens et le glyphosate, d'ailleurs, très clairement. Là, dans une autre majorité politique, le nouveau ministre, il a du mal un peu à peser et il s'est fait embarquer sur les perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, on s'est un peu disputé, pour tout vous dire. Il a voté pour la proposition de la Commission. Et je lui avais dit à l'époque, mais ce truc est illégal, vous allez vous le reprendre dans la figure parce que le Parlement, il y a une chance sur deux pour qu'il les rejette. C'est ce qui s'est passé, le Parlement européen a rejeté les critères. Et donc aujourd'hui, le ministère français dit le contraire de ce qu'il disait début juillet, en s'adressant à la Commission européenne, en disant non, il faut changer ces critères qui ne vont pas du tout parce qu'il y a des dérogations qui sont scandaleuses, ce qu'on lui dit depuis des mois. Alors que le jeu politique est compliqué. Il y a des questions de rapport de force ici dans le gouvernement qui font qu'un ministre pèse, ou plus ou moins. Et ceux qui savent jouer là-dessus, c'est justement les industriels qui savent profiter à travers les lobbies, enfin les lobbyistes, les fameux lobbyistes de Bruxelles qui sont plus nombreux que les députés, en fait, c'est ça? Ils sont très nombreux. Bien plus nombreux et apparemment au moins aussi efficaces que les députés. Et c'est vrai que sur l'histoire, juste par rapport au coût économique, qui a été calculé, c'est vrai que justement, les chercheurs sont rentrés dans cette logique industrielle en disant, puisqu'on calcule toujours le prix pour l'industrie en termes de chômage et tout ça, du coup, nous, on va calculer combien ça coûte en termes de santé, en termes de tous les enfants qui ont besoin de plus en plus d'accompagnement. Enfin, ils ont fait des calculs qui peuvent paraître un peu cyniques et ils n'avaient pas du tout envie de les faire, ces calculs-là. Mais puisque c'est la seule langue qui est parlée par l'industrie, par les politiques, ils se sont lancés dans ces calculs. Et comme elle explique Léo Trazan, c'est une toute petite partie ces chiffres monstrueux, 215 milliards pour l'Europe, 350 pour les États-Unis, c'est sur une toute petite partie de l'exposition. Donc les dégâts sont bien plus importants que ça.
Donc leur logique économique, quand ils disent en face ça va coûter très cher de bannir tout ça, ça ne tient pas la route. Non, la question dans ce que Madame posait, c'était vraiment intéressant. Effectivement, il y a une perte et un gain, mais c'est pas pour les mêmes. Ce n'est pas pour les mêmes personnes. Donc j'ai adoré ce chercheur qui calcule et qui dit un point de quotient intellectuel, 20 000 euros par enfant, par point de quotient intellectuel perdu. Okay, 20 000 $. Okay, mais c'est perdu par l'ensemble de la société. Et au passage, l'industrie chimique, elle a continué à gagner largement ces 20 000 $ pour avoir fait perdre un point de quotient intellectuel à l'enfant. Donc c'est pas au même endroit que ça va. Je vais poser ma question. Oui, j'aimerais savoir ce que vous allez faire pour diffuser largement ce film. Parce que vous dites que tout le monde est au courant, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Tout le monde est au courant dans un relativement petit milieu. Et je pense que votre film, s'il était diffusé largement, ferait vraiment bouger les choses. Notamment dans la protection qu'on peut avoir à titre personnel face aux perturbateurs endocriniens. Merci. Nous, on a envie qu'il soit diffusé le plus largement possible. Il va être diffusé donc sur Arte. Là, vous l'avez vu en avant-première, mais il passe sur Arte le 11 novembre. À 22h30. Après, il sera visible sur Arte Futur, sur Internet pendant 2 mois. Donc, et puis après, nous, on aime bien quand les films ont une vie en dehors de la télé. Donc, il y a des associations comme Génération Future et d'autres qui organisent des débats en province. Et il y a déjà des gens qui nous ont contactés. On espère qu'il y aura beaucoup de presse autour du film, de façon à ce que justement il soit connu et qu'il circule comme ça. Bon, voilà. Les écoles, des grandes écoles. Il y a des hôpitaux, il y a aussi un responsable d'une association. Je sais qu'il y a des équipes soignantes qui ont vu le film, enfin on leur a envoyé le lien, et donc eux ils veulent aussi organiser des choses. Donc bon après. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, du côté de la presse, ça démarre assez bien. En tout cas, on a des émissions prévues longues du Nord, France Culture, France Inter, Le Monde, Télérama, enfin, il y a l'Obs. Il y a pas mal de gens qui commencent à réagir. Donc, du coup, si on en parle beaucoup, du coup, ça fait aussi bouger. Pour Mal en péril, on a vu un dossier de presse, on ne s'y attendait pas du tout, mais il était énorme. Donc, du coup, après, il y avait une projection au ministère de l'Environnement, au ministère de la Santé. Enfin, les politiques se sentaient un peu obligés de répondre, quoi. Donc, on aimerait bien qu'il se passe la même chose, mais bon, après, c'est très aléatoire. Un film, voilà. Nous, on a lancé le bébé, et après, comment il est accueilli. Dans le public, il peut y avoir des personnes qui ont des filières, des écoles, des choses comme ça. Comment est-ce qu'ils font ? S'il y a quelqu'un dans la salle qui a une possibilité, un cousin, une cousine ou je ne sais quoi, de projection du film... il faut nous contacter, puis avec la production. Comment est-ce qu'ils font pour vous contacter ? Oui, bonne question. Demain tous crétins, ils font Demain tous crétins sur Internet. Demain tous crétins, il y a la boîte de production, c'est Yuzu Production, et en fait, eux, ils font passer. Sinon, moi, vous pouvez venir me demander. Voilà, je peux vous donner mon mail. Si certains d'entre vous veulent organiser des projections. Demain tous crétins, ça doit atterrir quelque part ? Pour l'instant, non, puisqu'il n'est pas passé, mais bientôt, le 11 novembre. À partir du 11 novembre, de toute façon, oui, vous aurez. Et puis sinon, on peut toujours écrire à Arte qui nous fait suivre les courriers et les demandes. Voilà. Oui, j'aimerais, s'il vous plaît, ce n'est pas une question, mais j'aimerais vous dire un peu, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, chacun d'entre nous ? Alors, par exemple, dans mes lectures, j'ai lu que le poivron rouge permet d'éliminer pas mal de toxines. Alors, je le recommande à chacun. Le poivron rouge, oui. J'ajouterais 1 jour par semaine où on ne mange que des végétaux. Et notamment, par exemple, du quinoa, parce que ce sont des protéines végétales complètes. Et ce jour-là, on élimine automatiquement une partie des toxines. Vous voyez, c'est des choses concrètes. J'ajouterais à propos des élèves, en tant qu'ancien professeur, les élèves les plus nuls étaient ceux qui regardaient le plus la télévision. Et ceux aussi qui étaient persuadés d'être nuls. Nous sommes dans le sujet, hein, et je me suis aperçu, je me suis aperçu que si on dit aux élèves de faire du dessin, par exemple, on dessine un paysage ou bien on dessine, mettons, un portrait, du dessin à l'endroit et ensuite à l'envers, on réveille le cerveau droit. Et de cette façon, les élèves de ceux-ci, aujourd'hui, sont faibles,
si on leur éveille le cerveau droit, ils arrivent à faire des progrès. Cher monsieur, merci beaucoup de vouloir contribuer à notre bien-être à tous. Et tout ce que vous dites est très très juste. Mais on va peut-être rester un petit peu exactement dans la même lignée. C'est dommage. Sylvie avait toute une liste de recommandations justement à donner. Oui. Cette interview, vous nous avez transmise par mail. Alors la liste n'est pas... spécifiquement sur les perturbateurs endocriniens. Mais merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces recommandations. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Pour limiter les risques, on va justement sur le site de Génération Future relayer, on va mettre des liens avec, il y a plusieurs associations à Bruxelles ou Arlene Bloom qui ont fait un travail formidable, donc ça sera plus précis. Mais déjà, de toute façon, il faut essayer de manger le moins de légumes avec des pesticides, donc le bio le plus en plus souvent, si c'est possible. Sinon, pas seulement si c'est financièrement... Oui, ou des fruits, mais enfin, je veux dire, sinon, il faut évidemment éplucher beaucoup pour enlever les pesticides. Il faut s'interroger sur les plastiques. Comment ? Pardon ? Une pomme, elle peut avoir... Alors, tu me dis combien de traitements ? Moi, j'en étais à 30 traitements possibles sur une pomme. 36 maintenant. 36 quoi ? 36 traitements autorisés sur une pomme aujourd'hui. Donc, quand on mange une pomme non bio, il y a 30... En moyenne, oui. Donc, j'invite tout le monde à enlever la peau, même s'il y a plus de vitamines dans la peau. Ah oui, alors. Quelle épaisseur, demande monsieur. Alors, il y a eu des tests faits par Que Choisir. Ils avaient donc testé les pommes épluchées, enfin lavées, non lavées et épluchées. Ils avaient épluché sur quelques millimètres et en faisant ça, ils avaient retiré à peu près la moitié des résidus. Quelques millimètres, que seulement la moitié. Seulement la moitié. Mais ils avaient viré les 3/4 des vitamines. Donc ça vaut le coup de choisir du bio. Oui. Donc il faut mieux privilégier, il faut regarder les écolabels, ça c'est important. Il faut éviter, alors le plastique dans le micro-ondes c'est terrible. Il faut s'interroger sur les cosmétiques. C'est vrai que, et en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec les cosmétiques, excusez-moi Sylvie. Oui, c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des cosmétiques avec des écolabels, il faut prendre les labels, il faut suivre les labels. Il y a des gens qui font un boulot quand même d'identification des risques, donc il faut les produits ménagers, on n'y pense pas assez souvent, mais dans les produits ménagers, il y a plein de choses très simples. Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'il faut de quoi devons-nous nous méfier ? Moi j'ai envie de dire, faut que dans une maison finalement, on peut faire le plus simple possible, quoi. Si il y a dans les magasins bio maintenant, ils invitent à fabriquer les produits ménagers à partir de vinaigre blanc, de choses comme bicarbonate de soude. Et de bicarbonate. Et ça marche très très bien, ça coûte moins cher. Enfin, l'argument économique, de toute façon, à partir du moment où on s'interroge à comment on consomme, je pense que si on consomme un jour, on dit qu'il ne faut pas manger, faut manger de la bonne viande, mais il vaut mieux en manger moins souvent et de la bonne. Donc finalement, si on fait des économies sur la viande, on peut acheter peut-être des légumes bio. Les cosmétiques, on n'est pas obligé d'en avoir 10 000 dans la salle de bain. Je pense que les femmes enceintes, par exemple, qui s'interrogent sur les vergetures possibles qu'elles peuvent avoir quand elles mettent des crèmes dans lesquelles il y a des parabènes ou des plastiques qui contaminent. Enfin, je pense qu'il vaut mieux mettre de l'huile. Comment savoir ? Les médecins danois, ils recommandent aux femmes enceintes de ne pas utiliser de cosmétiques du tout ou de l'huile uniquement. Voilà. Et en fait, si on va chercher l'information, il y a des sites comme Nesting, par exemple, ça veut dire faire son nid en anglais. Ils ont mis... Ça veut dire, pardon ? Nest, c'est le faire nid. Son nid. Donc nesting, faire le nid. Ils ont fait vraiment tout un livret très simple, très clair. En fait, il faut vraiment s'interroger. Je crois qu'il faut arrêter de penser que parce qu'un produit est dans un magasin, il a été testé. C'est pas vrai. Donc à partir du moment où on sait ça, on s'interroge, on regarde les labels. Il y a quand même quand il y a des labels bio et écolabels, vous avez quand même moins de risque d'être exposé que si vous allez dans n'importe quel magasin. Oui, mais moi j'ai un canapé que j'adore, qui n'est pas neuf du tout, il n'y a plus d'étiquette. Comment est-ce que je sais s'il contient des retardateurs de flamme et que comment est-ce que je peux savoir que je suis en train d'empoisonner tous mes visiteurs ou tous les bébés qui passent par là ? Et là, ça c'est l'affreuse question de Joker. Là, je dis Joker. En fait, sur les retardateurs de flamme, on ne sait pas. On a rencontré, quand on a fait le film, quand on était à Bruxelles, on a rencontré justement, il faut savoir qu'il y a des industriels de l'ameublement qui sont en train d'essayer de faire un super boulot, justement. Ils veulent plus mettre des retardateurs de flamme. Et ils essaient de convaincre l'Europe de ne pas avoir besoin d'en mettre, y compris au Royaume-Uni où c'est obligatoire, où il y en a partout. Mais bien, cet industriel qui fait des canapés, il m'a expliqué, donc il est autrichien,
eh bien, il ne sait pas si les mousses qu'il achète sont traitées ou pas avec des retardateurs de flamme. Et quand il pose la question, on lui répond secret de fabrication. Donc il ne sait pas. Lui, celui qui fabrique les canapés. Qui fabrique les canapés. Donc il ne veut pas en mettre, mais il ne sait pas. Et donc moi, je sais que ça a correspondu. Je voulais acheter un siège pour mon fils qui avait des gros problèmes de dos, qui est immense, enfin bref. Et je voulais lui acheter un siège ergonomique, un truc. Et j'ai vraiment cherché, et à chaque fois. Et je vous invite à faire la même chose. Allez dans les magasins et demandez s'il y a des retardateurs de flamme. On a vu cette scientifique américaine, là, elle avait une machine, une espèce de pistolet, et elle testait les canapés de tous ses voisins. Oui, elle l'avait louée, cette machine. Oui, mais où est-ce qu'on la trouve? C'est quoi cette machine? Non, mais sur les retardateurs de flamme, c'est une vraie question, parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir l'information. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, on est plutôt moins exposé, on est moins exposé, c'est sûr, qu'en Californie, en Grande-Bretagne, mais dans les lieux publics, donc par exemple sur le siège où vous êtes, il y a probablement des retardateurs de flamme, puisque c'est obligatoire dans les avions. Ah, c'est obligatoire. Oui, pour tout ce qui est public, accueil du public. Après, ça dépend. Et donc moi, le siège, j'ai trouvé un siège pour mon fils, je l'ai acheté en Suède. Parce que là-bas, je suis tombée sur un industriel qui s'était posé la question et qui fabrique tout. Donc lui, il a accès à tous les... Il n'était pas comme l'industriel autrichien qui, lui, achetait une partie de ses fournitures. Donc lui, il m'a certifié, puisqu'il m'a même dit, pour le marché anglais, je suis obligée d'en rajouter. Donc j'ai bien acheté celui, pas pour le marché anglais. Mais le centre événementiel est obligé d'en mettre dans les sièges parce que c'est la loi. Oui, mais il faut j'ai vu une petite anecdote, une directrice d'école maternelle qui m'a raconté, c'était il y a quelques années, qui m'a raconté qu'elle était tout à fait consciente de ce genre de choses. Elle ne voulait plus utiliser les produits d'entretien et elle faisait nettoyer au vinaigre. Et au bicarbonate de soude, elle était très très attentive à ça, etc. Elle a été punie et menacée d'être virée parce qu'elle devait mettre de l'eau de javel sur les sols sur lesquels se traînent les bébés de la crèche ou de la maternelle. C'est-à-dire qu'on est quand même sérieusement coincé. Ouais. Mais c'est vrai que c'est grave. Mais le directeur d'une clinique qu'on avait rencontré justement, Olivier Thomas, je ne sais pas si tu te souviens, qui était au moment de Mal en péril, le film était passé sur Arte, ensuite il y avait un débat où François intervenait en face de Nathalie Kosciusko-Morizet. On avait fait un petit reportage de 3-4 minutes pour alimenter, pour faire une suite un peu au tournage. En France, justement, on avait rencontré Olivier Thomas, directeur d'une clinique à Béziers, clinique privée, où il y avait une maternité. Et lui, très préoccupé par tout ça, justement, avait pris les devants et s'était posé toutes les bonnes questions et il avait répondu. C'est-à-dire qu'il il ne nettoyait plus la clinique avec les produits super puissants, mais aussi avec plein de perturbateurs endocriniens. Les peintures, il y avait les peintures, il y avait les produits d'entretien, il y avait les mallettes. Vous savez, les fameuses mallettes de naissance, pleines de très jolis petits cadeaux pour la maman, le bébé, les crèmes, les machins. Donc, ces mallettes de naissance qui sont données gracieusement par l'industrie. Voilà. Ouais. Lui, il s'est été rendu compte que contenait beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc, il disait, moi, professionnel de santé, je dois avoir une démarche exemplaire. Mon lieu de santé doit être exemplaire, donc je ne dois pas rendre les gens malades. Et donc il avait refusé les mallettes, donc ça avait été tout un travail. Mais donc il ne donnait plus les mallettes, les mamans étaient dans des lieux qui étaient nettoyés correctement, enfin bon, tout ça. Et donc on montrait tout ça dans le reportage. Mais en fait, quelques jours après la diffusion, il a été viré. Ah ben voilà. Donc, mais il ne s'est pas découragé, c'était en 2009. Là, il a monté une association qui s'appelle Primum Non Nocere et il est en train de donner des conseils à énormément de lieux de santé. Donc, il continue et il agit encore. Finalement, il touche plus de monde. Donc, il y a quand même des lieux. Il s'est créé un autre travail en faisant ça, mais il y a quand même des lieux où on arrive à faire ces choses sans être viré pour autant, quand même, je pense. Enfin, c'est quand même pas simple. Grave. Dans notre société, ça n'est quand même pas simple. On ne vous entend pas, madame. Oui, je pense que ça marche pas. Il faut qu'il soit vert. Qu'est-ce qu'il utilisait à la place? En général, c'est vinaigre blanc, bicarbonate de soude. Dans la maternité, je sais pas. Et ça suffit. Ou des produits. Dans la maternité, je ne sais pas. Là, il faudrait regarder. Vous pouvez taper Primum Non Nocere et prendre contact avec lui. Primum Non Nocere. D'abord, ne pas nuire. Français. Bon. Avant tout, ne pas nuire. Ce qui est le serment d'Hippocrate, ce qui est aussi dans le bouddhisme. Il y a toute une voie du bouddhisme qui est ça. Ne pas nuire. Point à la ligne. Et ça serait déjà pas mal une autre question. Que ça se répande un peu plus, cette notion de d'abord ne pas nuire.
Alors, maintenant que l'on a identifié tous ces perturbateurs, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'industrie aurait d'autres moyens de changer d'un coup? Est-ce que les nouvelles molécules qui n'ont pas été étudiées, on ne sait pas non plus ce que ça donnerait? Alors, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance sur les effets des produits chimiques qui est abyssale. C'est-à-dire que les pesticides, eux, sont évalués, alors mal, mais sont évalués et autorisés à être mis sur le marché. Mais pour les produits chimiques en général, en dehors de ces législations spécifiques, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Et parfois, dans les dossiers, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux, il y a un sujet aussi sur les perturbateurs endocriniens, c'est les tubulures médicales pour les perfusions en plastique souple, avec des phtalates. Et aujourd'hui, alors qu'on connaît le problème depuis longtemps, l'agence sanitaire réfléchit encore à avec quel produit ils vont substituer les phtalates. Et ils ne savent pas trop, ils tâtonnent. Et on s'aperçoit que finalement, il y a une méconnaissance qui induit des délais importants. C'était le cas pour le bisphénol aussi. Alors, par contre, il y a des scientifiques qui savent accélérer ces processus. Et il y a 2 jours, j'étais dans une réunion justement à l'agence. C'est des gens qui font de la toxicologie prédictive. J'étais avec Luc Belzins, qui est un toxicologue connu. Il dit, mais attendez, cette molécule-là, elle ressemble à telle... Il y a une partie qui ressemble à la molécule de phtalate, donc vous avez 9 chances sur 10 pour avoir les mêmes effets. Et ça, si on voulait mettre la priorité pour la protection de la santé, on pourrait faire une couche comme ça de prédiction avec des gens dont c'est le travail, des chimistes et des toxicologues, dont c'est le travail de lier la forme de la molécule à des effets prévus. Seulement, le problème, c'est que réglementairement, il faut accumuler des preuves. Parce que c'est aussi une manière pour l'industrie de défendre un certain nombre de ses intérêts. Là, pour le coup, ça défend ses intérêts à elle, mais ça induit des délais considérables. Même au niveau des vêtements, d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, dans le cadre de REACH qu'on évoquait tout à l'heure, on n'a pas réussi à faire adopter un protocole qui conduise à une obligation d'autorisation de mise sur le marché. Donc, actuellement, REACH ne produit pas grand-chose. Déjà, ça ne concerne pas toutes les molécules chimiques, seulement celles qui sont produites tout-de-suite d'un certain volume. Et puis, il y a déjà une démarche d'enregistrement qui était très longue, et après, des démarches éventuellement de substitution pour certaines molécules, mais qui sont très longues. L'industrie, mais bon, est-ce qu'il y a des moyens de se substituer à ce qui techniquement, moi, j'en doute pas. C'est-à-dire que techniquement, tout est possible, parce que je pense sincèrement que la chimie, ça peut être aussi la solution pour toute une série de produits. Je pense qu'il faut être modéré et aller dans la simplicité, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers de produits chimiques dans notre vie quotidienne. On a été à l'excès, mais pour des usages essentiels, on peut trouver des molécules qui soient pas dangereuses, mais encore faut-il qu'il y ait une incitation à le faire. Tant que vous gardez sur le marché un produit qui gagne de l'argent, qui est efficace, c'est une définition assez exacte du glyphosate comme herbicide, enfin en mélange, cette molécule va rester sur le marché. C'est toujours un effort. Si vous dites qu'il faut retirer ça du marché, investir de l'argent, 5 ou 10 ans de recherche avant éventuellement gagner de l'argent plus tard, évidemment qu'il y a une résistance à faire ça. Mais après ça, c'est la responsabilité du politique de dire non, nous on fixe les règles du jeu, et les règles du jeu doivent mettre la santé publique en premier. Ne pas nuire, ça serait bien. Ne pas nuire existe quelque part. Mais ce qui est fou, c'est que dans les règlements, c'est écrit comme ça. Dans le règlement européen sur les pesticides, c'est écrit. On doit avoir une agriculture qui utilise des produits qui assure une compatibilité entre la santé humaine et la production agricole. Donc un haut niveau de santé humaine, il est même écrit. Donc ça, le problème, c'est qu'entre ce qui est écrit dans les textes de loi, dans les règlements communautaires et l'application, il y a une certaine distance. C'est pour ça que des chercheurs comme Arlene Bloom, elle a une démarche aussi qui est intéressante. Bon, elle a été confrontée, elle a quand même réussi, c'est quand même assez extraordinaire. Elle a fait changer la loi en Californie et donc ça compte pour tous les États-Unis, puisqu'évidemment les industriels, ils n'avaient pas envie de faire 2 lignes de fabrication, des canapés avec plein de retardateurs de flamme pour la Californie et des canapés avec moins de retardateurs de flamme ou pas dans le reste des États-Unis. Donc tous les Américains ont été exposés à plein de perturbateurs enfin tous ces retardateurs, parce qu'il y avait cette loi, la TB 117, et elle a publié les dangers, mais elle a aussi essayé de s'entourer d'un réseau, et donc elle s'est appuyée sur la société civile. Elle a réussi à convaincre le gouverneur californien. Avant de faire changer la loi, ça a été 7 fois retoqué. 7 fois, les industriels ont réussi à faire en sorte que voilà, les incendies, c'est très très dangereux, et les retardateurs de flammes, c'est très très efficace, disait-il. Et en fait, malgré toutes les études, elle arrivait pas. Et la dernière fois, ils ont quand même réussi. Donc ça change aux États-Unis. Donc elle se dit qu'il faut absolument. Elle dit
elle a une démarche moi, qui m'a vraiment intéressée. C'est-à-dire, elle n'est pas que dans le c'est dégueulasse, il faut vraiment que... On part à la guerre. Elle y va très tranquillement, avec sa petite voix douce comme ça. Et puis, chaque année, elle organise une marche. Donc, vous avez compris que c'était une grande marcheuse, puisqu'elle a gravi les plus hauts sommets du monde. Elle continue à marcher et elle invite à marcher avec elle pendant 3-4 jours. Elle fait une retraite avec des grands patrons qui vendent. Donc, par exemple, ça peut être Gap, ça peut être Ikea, ça peut être... Enfin, voilà. Donc, elle identifie des décideurs qui, eux, s'ils sont convaincus qu'il y a un problème et qu'il y a une solution, peut-être, eux, ils ont... elle dit, ces gens qui sont à la tête de ces grands magasins, ils ont beaucoup de pouvoir. Et c'est quand même pas tous des salauds, quoi. Faut quand même pas rigoler. Donc, elle compte sur leur intelligence et donc chaque année, elle réussit à marcher avec plusieurs par exemple, et donc sur son site, vous verrez, elle montre, elle dit lesquelles sont en train d'éliminer ces molécules qui sont considérées par les chercheurs comme à risque. Donc ça bouge quand même. C'est pas vrai qu'il se passe rien. Ça va pas assez vite, mais quand même ça bouge. Oui, c'est vrai qu'il faut absolument pas désespérer parce que on vous dit que c'est difficile, qu'il y a des résistances, mais il y a des choses qui bougent. Tu en donnes des exemples. Et en France aussi, il y en a. On voit très bien que dans la grande distribution aujourd'hui, il y a des gens qui sont des metteurs en marché de produits qui comprennent que ça devient un problème important pour la population. Il y a des sondages qui ont été faits. 90-92% des gens comprennent ce que c'est, comprennent qu'il y a un enjeu sanitaire majeur et sont en train justement de voir comment ils peuvent mettre en place des critères. Il y a des gens qui commercialisent des cosmétiques qui l'ont déjà fait. Donc ça bouge aussi parce que vous êtes, on est tous des consommatrices et des consommateurs et que ça fait bouger. Mais c'est plutôt au niveau de la distribution où ça bouge le plus facilement. En amont, les industriels qui fabriquent les molécules, etc., là c'est un peu plus lourd à bouger. Hein. Donc c'est même avant les industriels, même avant les fabricants de canapés, ce sont ceux qui fabriquent les produits, en fait, hein, c'est ça. Mais les distributeurs, si eux bougent, si les distributeurs commencent à dire ça, on ne va plus le vendre, forcément derrière, ils vont être obligés de faire quelque chose, quoi. Donc c'est à tous les niveaux. Oui. Merci d'avoir mentionné que ces gens-là ne sont pas que des monstres hein, et qu'il y a aussi des êtres humains. Enfin, je veux dire, ce sont aussi des êtres humains. Moi, je voudrais mentionner quelqu'un que j'ai bien aimé qui s'appelait Georges Tess, qui a dirigé pendant un moment un grand groupe chimique européen. Il y a 20 ans, il avait organisé une journée sur le développement durable. Et à l'époque, c'était franchement pas à la mode. Et il avait dit une phrase, donc dirigeant d'un grand groupe européen chimique. Hein, et il avait dit une phrase, mais moi, j'y crois. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans dans le développement durable? J'étais surprise. Et il me dit, parce que moi, je crois que la chimie, c'est la vie. La vie est de la chimie. Il n'y a pas de vie sans chimie. La vie est un processus chimique. Donc, normalement, l'industrie chimique doit un jour se réconcilier avec la vie. Ce n'est pas normal que l'industrie chimique soit aussi en guerre contre la vie, parce que normalement, c'est la même chose. Donc il y a aussi des gens de bonne volonté et des êtres humains de qualité. Mais quel dommage qu'on ne les entende pas. On va prendre encore peut-être une ou deux personnes. Il faut qu'on boucle vraiment à 45. Je voulais parler d'un point du film. Donc excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Je voulais parler d'un point du film. On a vu que l'iode aidait le fœtus, donc à pas basculer dans le crétinisme et donc aussi à réguler la thyroïde chez la femme enceinte. Je voulais savoir si en prenant de l'iode après, même une fois qu'on a été attaqué par les perturbateurs endocriniens, si ça permettait une guérison ou on voyait des améliorations. Voilà. Vous voulez dire si on a manqué d'iode pendant la grossesse, est-ce qu'on peut rattraper le... Oui. Non. A priori, non. Non, enfin, là, non. Les dégâts qui sont causés in utero sont irréversibles. Et après, donc si c'est pas pendant la grossesse, on peut l'acquérir après par la suite. Absolument, oui, bien sûr. C'est très important. En fait, toute femme enceinte devrait avoir, selon les directives de l'OMS et que Barbara Domenech cite toujours, c'est 250 microgrammes par jour, la femme enceinte. Donc, elle conseille 150 microgrammes en supplément et 250 microgrammes en supplément, et les 100 qui restent, en fait, on les trouve dans l'alimentation, sel iodé, poissons, algues. Oui, je crois que la question de madame, c'est OK, si on a raté le truc, qu'on a déjà eu un bébé, et qu'on a déjà fait ses enfants... De toute façon, on doit si tous... on n'a pas eu de problème lors de la grossesse, mais que le bébé l'enfant a été contaminé par la suite, ou même un adulte, est-ce qu'en prenant de l'iode,
est-ce que ça permet de réduire ces problèmes ou de se remettre? Parce qu'on a vu qu'il y a un risque de cancer, ainsi de suite. Voilà. De toute façon, il faut se dire, il y a une grande plasticité du cerveau, donc il y a des choses auxquelles on est exposé. Il y a une plasticité, il y a de la récupération, mais de toute façon, cette histoire d'iode, elle est valable pour les femmes enceintes, mais elle est valable pour nous tous. On a tous besoin d'iode à tous les moments de notre vie. Simplement, la femme enceinte, elle en a besoin de plus parce qu'il y a un cerveau en formation dans son ventre, mais on a tous besoin de d'iode et on doit tous veiller à avoir un apport suffisant. Or, on est 44% d'Européens en carence, plus ou moins importante. Et on est, par exemple, aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas cette carence, parce qu'en fait, le sel, il est obligatoirement iodé. Donc, tout le monde a du sel iodé, donc personne n'est en carence. Et chez nous, on l'est parce que le sel, il n'est pas forcément iodé, quoi. Il y a pas alors qu'il l'était avant, il y a très très longtemps. Mais j'aime pas dire c'est irréversible, mais c'est pas. Je veux dire, déjà, on peut pas pour un bébé, on pourra jamais savoir. Après, c'est des études épidémiologiques, c'est long, toi, tu es confronté à ça aussi, quand on mesure l'exposition quand vous avez fait les études Génération Future des enfants près des vignes. Mais vous comprenez l'inquiétude et l'angoisse. Oui, mais c'est pour ça que je veux pas dire. Oui, mais c'est pour ça, moi, je veux pas dire. Voilà, il y a eu manque et donc il y aura ça comme conséquence. On peut jamais dire pour un être humain, voilà la conséquence qu'il y aura. C'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens de si on prend de l'iode au cas où on ait eu un manque, est-ce que du coup on pourrait sentir une amélioration? Est-ce qu'il y a eu des études réalisées là-dessus sur un progrès suite à des prises régulières d'iode? À ma connaissance, je n'ai pas vu d'études, mais je sais que, par exemple, Barbara Demenex, l'étude qu'elle vient de lancer sur les femmes enceintes, c'est très nouveau. Elle avait fait un projet elle voulait cette étude, ça devait être une grosse étude avec une ampleur européenne, avec des femmes enceintes de plusieurs pays européens. Et elle a eu plusieurs fois des financements européens, donc elle sait monter des dossiers. Et ce dossier-là a été refusé, à sa grande surprise. Donc elle ne peut la mener qu'en Suède, avec une cohorte de femmes plus réduite. Mais ça, c'est vraiment des résultats qu'il va falloir suivre, parce que si son hypothèse se vérifie, c'est-à-dire que la prise d'iode en saturant la thyroïde permet d'être moins exposée à ces perturbateurs endocriniens, c'est vrai que c'est très simple à faire. Et c'est vrai que les médecins, dans leurs études, quand on leur parle d'iode, j'ai vérifié avec 2 amis médecins, elles me disaient que oui, elles savent que si une femme qui n'a pas du tout d'iode, elle peut donner naissance à un bébé crétin, mais je veux dire, on ne voit plus vraiment de crétinisme aujourd'hui, donc ce n'est pas quelque chose qui est... Mais cette idée que l'iode, même une carence légère, peut avoir des effets, ce n'est pas du tout connu, et les médecins devraient l'entendre et désormais suivre le taux d'iode des mamans pendant la grossesse. Donc une question complémentaire, est-ce qu'il y a un taux maximum d'iode à respecter, ou si on en prend beaucoup, ça n'a pas d'impact sur la santé? Si, il ne faut absolument pas en prendre trop. Ça peut être très grave d'en prendre trop. Oui, non, il faut vraiment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'iode. Non, justement, j'étais à un débat avec Barbara Demenex la semaine dernière et la question lui a été posée. Elle a dit non, il ne faut surtout pas dépasser les doses. Et c'est quoi la dose maxi? Madame, voilà. Oui. Pardon. Bonjour. Juste la dose maxi, s'il vous plaît. Pardon. Si on la connaît. Est-ce qu'on connaît la dose maxi à pas dépasser pour un adulte? Non. C'est sur le site de l'OMS, vous pouvez le trouver, mais non, je ne le connais pas. Merci beaucoup pour votre film. Je voulais juste déjà vous demander, je connais quelqu'un, une psychologue, qui a aussi observé une augmentation incroyable ces dernières années des cas d'autisme et d'enfants avec des retards mentaux. Et elle, la manière de le traiter qu'elle utilise, c'est de les empêcher d'utiliser des écrans, tout simplement. Donc du coup, je me posais la question de est-ce qu'on a une idée de la part qui revient aux perturbateurs endocriniens et de la part qui vient à d'autres facteurs peut-être extérieurs. Sinon, de manière, une seconde question peut-être, c'est que je travaille moi aussi dans l'influence à Bruxelles sur des questions environnementales. Moi, c'est sur le climat, et on a beau avoir 100% de scientifiques qui nous disent qu'il y a un problème, on a beau avoir le public qui est concerné, on a beau avoir énormément de choses, les lobbies industriels sont en train de gagner la bataille, et vous avez l'air un peu plus optimiste que nous, donc peut-être que vous avez des petits trucs dans la question des perturbateurs endocriniens qui vous permettent de faire que ça marche, mais sinon, globalement, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Parce que le public est en train de perdre face aux lobbies industriels. Moi, je voudrais juste dire que dans votre question, vous dites elle résout les problèmes de l'autisme tout simplement
en évitant que les enfants ne regardent des écrans. Le tout simplement me gêne, hein, parce qu'on voit bien que tout est entremêlé. Il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les pesticides, il y a le climat, il y a l'air, il y a ceci, cela. Donc le tout simplement, évidemment, les écrans sont perturbants pour le développement d'un enfant, mais le tout simplement aujourd'hui n'existe plus. Il y a les vaccins, il y a tellement de facteurs. Donc je crois que ça m'étonnerait qu'il y ait une seule recette. Oui, c'est exactement le sens de ma question, parce qu'elle a cette impression-là que c'est juste en enlevant des écrans qu'elle arrive à s'en sortir. Non, mais il n'y a pas d'équation qui donne un coefficient à chaque facteur, ça n'existe pas. C'est comme pour l'apprentissage, enfin, c'était dit. Effectivement, les conditions sociales, elles sont importantes. Si on passe 5 heures par jour devant un écran, s'abrutir, ça ne va pas être fameux non plus. La psychologie et l'éventuel traumatisme, ça joue. Mais après, il y a des données au niveau épidémiologique qui sont claires sur les perturbateurs endocriniens. Sur l'autisme, par exemple, on voit très bien que c'est la période d'exposition qui est clé pendant la grossesse, notamment pendant le début. Les femmes qui sont exposées par leur environnement agricole aux pesticides en Californie ont 7 fois plus de risques d'avoir un gamin autiste que les femmes qui ne sont pas exposées. Donc, mais c'est vraiment la période d'exposition qui fait le risque. Donc ça veut dire qu'on doit protéger le fœtus, dans certaines parties de la grossesse particulièrement, parce qu'il y a des organes, il y a des fonctions qui se créent. Et ça, c'est repéré comme étant essentiel. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est agir sur l'ensemble des leviers, hein. L'environnement pour éviter effectivement des expositions à ce type de produits, la partie affective, la partie mobilisation de l'intelligence sur des activités qui sont stimulantes, etc. C'est global, les êtres, ils sont complètement globaux. Et donc, les thématiques environnement santé, elles ne vont pas expliquer tout dans ce domaine-là, surtout une chose aussi complexe que le développement du cerveau, mais c'est la base, c'est-à-dire que là, c'est la machinerie qui se met en place. Donc, si vous avez la machinerie qui marche mal, après, derrière, quelles que soient les conditions sociales, etc., qui vont venir derrière, vous aurez perdu une partie du potentiel. Alors, si vous êtes bien stimulé, vous allez arriver plus haut, peut-être, j'imagine, mais c'est quand même dommage de partir, d'avoir de mauvaises fondations et un outil cerveau qui était finalement mal développé dans une phase clé. Voilà. Après, sur la deuxième partie de votre réflexion, moi je refuse de me décourager. De toute façon, après, les rapports de force sont ce qu'ils sont avec les groupes d'intérêt industriels, mais ce qui compte, c'est de faire tout ce qu'on peut là où on est pour faire avancer les choses. Si tout le monde fait ça, ça va bouger maintenant. Et pour le climat comme pour les autres problématiques, il y a une question de temps aussi avec... on n'a pas 2 siècles pour agir, pour arrêter l'emballement du bouleversement climatique, c'est évident. Et nous n'avons même pas mentionné l'histoire des vaccins. C'est le prochain film, Sylvie? Parce que c'est un joli sujet, celui-là aussi, hein? Ah oui, non, ça serait un sujet très intéressant à creuser, effectivement. Oui, ça serait très intéressant. Mais alors, je peux vous dire que ne serait-ce que de poser la question, c'est déjà en soi quasiment interdit. C'est un tabou au pays de Pasteur. C'est même, c'est très surprenant. Après tout, pourquoi on ne pourrait pas se poser la question, non pas de la vaccination en soi, mais il n'y a pas une question de la vaccination, c'est les vaccins, quel vaccin, à quel âge, avec quels adjuvants ou pas. Enfin bon, il y a plein de questions derrière cette question. Mais vous avez entendu dans les médias, il y a une quasi-unanimité pour dire qu'il n'y a pas de questionnement possible. Et si on se pose la question, on est anti-vaccin. Alors c'est un peu grave, mais c'est vrai que ça serait très intéressant. Je suis navrée, je sais qu'il y avait beaucoup de mains, beaucoup de personnes qui voulaient partager, mais là, il va falloir vraiment il va falloir conclure. Ne pas nuire, j'ai entendu le ne pas nuire. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mouvement, ne pas nuire, ne pas nuire, ne pas nuire? Parce que les perturbateurs endocriniens, vous allez voir le film ce soir, les sentinelles, amiante, Monsanto, les pesticides, etc. Les vaccins, enfin, je veux dire, il y en a partout. Est-ce que ça ne pourrait pas être un mouvement qui s'appellerait ne pas nuire? Oui. Et puis des questions de bon sens aussi. Monsieur faisait des tas de suggestions. Être en bon état, être en bonne santé, apprendre à bien respirer, à se relaxer, manger bio. Est-ce que tout ça, ça peut servir à quelque chose, Sylvie? J'espère. Sinon, moi j'aime bien cette phrase du scientifique que j'ai citée tout à l'heure. Le désespoir, c'est pas une option très productive. Donc non, il faut continuer à y croire et faire sa part, comme tu disais tout à l'heure. Sinon, ils ont gagné. Donc non, je suis pas très optimiste, mais je suis pas non plus désespérée. Je pense que ça bouge. Je vois autour. Je trouve qu'il y a plein de jeunes qui sont conscients et qui s'interrogent et qui se posent des questions. Donc non, moi je ne veux pas être désespérée. Je continue d'y croire.
Oui, pareil. Puis cette affaire-là, c'est pas du sprint, c'est une course de fond. Hein. Donc, il faut avoir du souffle. Faut persévérer et ne jamais tracer les sillons. Et on voit très bien que ça prend du temps. Mais il y a 20 ans, les perturbateurs endocriniens, personne n'en avait entendu parler. On ne savait personne pas ne savait ce que c'était. Il y avait peut-être 1 ou 2 scientifiques en France qui travaillaient dessus. Aujourd'hui, on a des lois qui sont en place. Maintenant, il s'agit encore de les améliorer, d'améliorer leur remise en œuvre. Mais il y a eu quand même déjà, quand on regarde en arrière, pas mal de chemins de fait. Il faut simplement continuer à convaincre, informer et faire bouger les choses. Moi, j'y crois. Vous dites sinon ils ont gagné, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils nous auront perdus, parce qu'on sera tous morts, ou tous malades, ou tous crétins. Mais aussi d'ailleurs. Et eux aussi d'ailleurs. Bon. Merci, on aurait pu continuer comme vous voyez, mais...